Vous regardez Évasion Guinée. Bonsoir, le journal, mais avant, les principaux titres. Célébration ce mercredi de la 3e édition de la Journée internationale des secrétaires et assistantes. Thème retenu cette année, secrétariat d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Comment relancer l'économie guinéenne après la dure épreuve que le pays a connue à cause du virus Ebola? C'est le cheval de bataille du groupe organisé des hommes d'affaires Goa à la faveur d'une étude effectuée sur le terrain dont le résultat a été présenté ce mercredi dans un document. Bienvenue à tous dans ce journal. Le comité de pilotage du projet de police de proximité s'est réuni ce mercredi pour faire la revue des activités du dit projet. La réunion a regroupé les membres du comité, les cadres de la police nationale et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Au cours de la rencontre, un bilan à mi-chemin a été présenté par le comité de pilotage, un bilan jugé positif. Explication Benoît Silla. C'est une réunion convoquée par l'autorité policière pour faire le bilan de l'exécution des activités programmées depuis la phase de conception du projet de renforcement des capacités de la police nationale et sa réconciliation avec la population. La rencontre a mis l'accent sur le niveau d'avancement de chaque activité. Permet de revoir quelles ont été les activités réalisées durant la période sous examen, c'est-à-dire du 1er novembre 2014 au 22 mai 2015. En termes de renforcement des capacités de la police nationale, la professionnalisation des effectifs et de réhabilitation du cadre de travail des fonctionnaires. Ce projet de la mise en œuvre de la police de proximité en Guinée a été prolongé de 6 mois qui arrivent à terme le 22 mai prochain. Il devrait former 700 policiers et réhabiliter le cadre de travail des fonctionnaires de la police guinéenne. Un nouvel appui donc a été décidé par l'Union européenne donc pour consolider les acquis de ce premier projet et donc permettre d'accentuer encore le travail qui a été fait donc en matière de police de proximité. Il a été proposé aujourd'hui donc d'aller travailler maintenant un petit peu en dehors de Conakry, donc sur les sites de Koya et de Dubreka. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile donc a, semble-t-il, validé donc cette option. Les résultats du projet constatés sur le terrain et présentés ce mercredi par le comité de pilotage satisfont les autorités policières. Je suis pleinement satisfait de l'accompagnement, de l'appui technique et financier des partenaires de l'Union européenne, de la coopération française pour la mise en place d'une police de proximité avec son noyau dur que nous appelons le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Le comité de pilotage du projet projette d'étendre la mise en place de la police de proximité sur tout le pays, promouvoir les échanges entre la police et la gendarmerie, ainsi que d'appuyer les écoles nationales de la police dans leur système de formation. Justice à présent, suite ce mercredi du procès du journaliste du site Guinée Matin contre le gendarme Tambassa Keita, l'adjudant de la gendarmerie a encore brillé par son absence. À la phase des plaidoiries, le parquet qui a reçu un certificat médical qui atteste que le journaliste Abdoulaye Oumousso a été blessé dans l'exercice de son métier exige la comparution du médecin légiste à titre de simple renseignement. Explication, Mfali Gilavouki. Il souffre dans sa chair et dans son âme. Abdoulaye Oumousso, le journaliste du site Guinée Matin, a été victime de coups et blessures volontaires de la part de l'adjudant Tambassa Keita, alors qu'il couvrait la manifestation de la société civile au mois de février dernier. Le journaliste s'est constitué partie civile dans un procès qui traîne. Le gendarme refuse de répondre à la convocation du tribunal de première instance de Kaloum. Une attitude qui n'arrête pas la machine judiciaire. Au cours de la phase des plaidoiries, une audience est claire et le parquet a exigé que le médecin légiste qui a produit le certificat médical du journaliste comparaisse. Pour l'avocat de la partie civile, les faits commis sur le journaliste sont clairs. C'est que les faits sont clairs. Je suis convaincu que mon client est victime de coups et blessures volontaires. Les images sont là, les témoignages ont été apportés. Le véhicule dans lequel même le gendarme se trouvait ces jours-là, au palais du peuple, pour le maintien d'ordre, nous avons présenté les références de ce véhicule de gendarmerie. Donc les preuves sont réunies. Donc je suis convaincu que ce gendarme sera condamné. Face à la lenteur de la procédure, le journaliste du site Guinée Matin se sent inquiet, mais ne compte pas reculer. Si j'ai fait recours à la justice, c'est parce que je fais confiance à
à la justice. C'est pas parce que Tambassa m'a agressé que je ne vais pas continuer mon métier. Et je suis sûr que d'autres feront comme moi quand ils seront agressés. Tant que les journalistes seront agressés, ils porteront plainte. Et tant qu'ils porteront plainte, je suis sûr qu'ils iront gain de cause. À travers les agissements de certaines brebis galeuses, l'image des forces de sécurité et de défense est suivie et soutienne le directeur de publication du Sud Guinée Matin. C'est l'image de la gendarmerie, des forces de sécurité de ce pays qui sont écornées. Quand on dit à l'extérieur qu'en Guinée, on peut convoquer un gendarme et qu'il refuse de se présenter, je pense que la gendarmerie devrait faire tout le nécessaire pour que d'abord celui qui avait violenté David Chopin soit déniché, qu'il soit sanctionné à la hauteur de sa forfaiture, parce que justement un jugement a été rendu dans ce sens, mais aussi que celui qui a violenté Abdoulaye Oumou soit présenté et qu'il soit sanctionné à la hauteur de sa forfaiture pour que sur le terrain les gens comprennent que les journalistes ne sont pas des animaux à abattre. Le 4 mai prochain, ce feuilleton judiciaire verra son épilogue. Je vous le disais en début de journal, la 3e édition de la Journée internationale des secrétaires et assistantes a été célébrée ce mercredi en Guinée. Thème retenu cette année, secrétariat d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'activité s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance de ce métier, mais aussi de sensibiliser les secrétaires sur le professionnalisme. Compte rendu, Lansana Traoré. Célébrée depuis plus d'une soixantaine d'années par l'humanité, la Journée internationale des secrétaires et assistantes est à sa 3e édition en Guinée. Une journée qui vise à faire l'état des lieux de ce métier, mais également appeler les secrétaires à plus de rigueur dans la pratique. C'est une journée spéciale. C'est la journée qui a été choisie pour reconnaître à la secrétaire vraiment tout ce qu'elle fait au courant de l'année. L'humanité la célèbre il y a 64 ans. Pendant que l'Europe et l'Afrique la célèbrent il y a 24 ans, et au titre de la Guinée, l'ONG Repose Guy est l'organisatrice officielle de l'événement depuis 2013. Confidente et bras droit des patrons dans les administrations, le métier de secrétaire a évolué dans le temps. Quand nous travaillons, il y a 40 ans, on n'avait droit qu'à une machine mécanique sur laquelle il fallait taper de toutes ses forces. On appelait ça un sous Tongorboulé. Vous voyez ce que c'est? Alors, pour casser une note de palmis avec les doigts, il fallait bien y avoir de la force. Avec la mutation technique et technologique, ce métier est beaucoup plus favorisé de nos jours. Quand c'était la machine mécanique, la faute, on ne pouvait pas faire de sous-charge. Si on faisait, on gommait avec quoi, vous savez? La lame de rasoir. On grattait avec doigté et on retapait dessus. Ensuite, quand la machine électrique est venue, nous avions des bandelettes. Ça ne se corrigeait pas. Mais quand on avait toute une phrase à corriger, on mettait une bandelette dessus, ou bien du blanc d'Espagne, et on retapait. Alors, aujourd'hui, avec l'informatique, les secrétaires sont libérés des tracas à 50%, je peux dire. Pour Hadja Massiri Touré, secrétaire depuis plus de 40 ans, le métier de secrétaire et d'assistante est capital pour la réussite de toute administration. Je ne dis pas que sans la secrétaire, rien ne peut être fait. Mais sans la secrétaire, je me demande comment le patron va se débrouiller pour retrouver ses documents classés, pour taper les lettres, pour le travail, mettre sous enveloppe et distribuer. Il y a 40 ans, nous étions des auxiliaires d'administration. Et en tant qu'auxiliaire, nous marchons le travail pour le patron. Une bonne secrétaire est celle-là qui donne son travail dactylographie au patron qui peut signer les yeux fermés. Donc, il faut qu'elle ait des compétences. Placée cette année sous le thème « Le secrétariat », hier, aujourd'hui, demain, cette journée a été célébrée par le réseau des professionnels du secrétariat en Guinée pour soutenir la profession. Autre facette de l'actualité nationale, la tenue ce mercredi d'une assemblée générale extraordinaire élective et d'installation du bureau exécutif de la nouvelle instance de coordination nationale en Guinée. Les élus de ce bureau devront s'investir davantage dans la lutte contre certaines maladies comme le palu et le VIH-Sida. Explication, Néné Moubaldi.
Le bureau exécutif de l'instance de la coordination nationale en Guinée pour la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose a enfin été renouvelé ce mercredi. C'est une initiative du Fonds mondial en association avec le gouvernement, la société civile et des organisations comme plan pour intensifier les efforts afin de combattre ces 3 maladies. Et d'après l'élection, Dr Kekura Kourouma, expert international en santé publique et professeur à l'université de Conakry, a été élu président. Et la première vice-présidente, c'est Madame Kanté Aminata Soumaoro, qui est la présidente du réseau des personnes infectées et affectées de Guinée. Et le deuxième vice-président, c'était Nicolas Destrin, qui représente l'ambassade de France. Mohamed Saïd Fofana, président d'honneur de cette assemblée, revient sur le rôle de la coordination. Le rôle de l'instance de coordination nationale sera d'identifier d'abord les personnes ressources pour la conception des documents techniques, des demandes de subventions. Ensuite, elle devra veiller à l'identification, la sélection, la désignation des récipiendaires acteurs de mise en œuvre de ces fonds. Elle devra enfin assurer la prévention et ou la gestion des risques liés à la gestion de la subvention pour le bien-être des populations cibles. Les élus, la joie sur le visage, remercient les organisateurs et promettent de mettre en œuvre leur expérience afin de lutter contre ces différentes maladies. Je suis très contente parce que je sais que Dr Kourouma est un médecin pharmacien qui a de bonnes expériences professionnelles. Vraiment, nous allons pouvoir éradiquer le paludisme, la tuberculose et le sida dans le pays pour le bonheur de tous les Guinéens. Je suis vraiment ravie parce que là, comme je suis là pour les malades et je vais défendre les malades là jusqu'au bout. Espérons que ces nouveaux venus feront face à leurs responsabilités quand on sait que ces maladies ont fait assez de victimes en Guinée. Comment relancer l'économie guinéenne après la dure épreuve que le pays a connue à cause du virus Ebola? C'est le cheval de bataille du groupe organisé des hommes d'affaires à la faveur d'une étude effectuée sur le terrain dont le résultat a été présenté ce mercredi dans un document. Et pour relancer ce secteur, le GOA propose des pistes de solutions. Nabi Kamara, Manian Kondé. Depuis l'apparition de ce virus maudit en Guinée, le GOA a toujours fait de la lutte contre Ebola sa priorité. C'est pour cette raison qu'il vient d'effectuer une étude approfondie sur le terrain qui lui a permis de constater que le virus Ebola a placé la Guinée sous la menace d'une récession économique sans précédent. L'économie guinéenne est atteinte en profondeur dans son fonctionnement, dans ses activités, dans ses résultats. Ce qui fait qu'il y a eu une baisse des recettes publiques, il y a eu une baisse de la croissance économique qui est passée de 4,5% à 1,3%. Il y a eu au niveau des zones touchées par la maladie également des chutes des récoltes pour 61% des communautés des zones affectées. Au regard des résultats encourageants enregistrés ces derniers temps grâce à la vaste campagne de riposte engagée contre Ebola, la Guinée est en passe de terrasser cette épidémie. Face donc à cette situation, le GOA estime qu'il s'avère urgent d'engager sans tarder des mesures de riposte au plan économique afin de relancer ce secteur après Ebola. Il faut limiter au minimum les manipulations de liquidités entre les contribuables. Il faut aussi étudier des moyens de subvention de certains produits stratégiques. Il faut organiser des forums, des rencontres économiques, d'identifier des partenaires, de négocier aussi avec les ambassades et les chancelleries les facilités d'obtention de visas. Dans ce document, le groupe organisé des hommes d'affaires demande aussi aux autorités guinéennes le renforcement strict des mesures sanitaires dans les marchés, surtout à l'approche de la saison pluvieuse, pour éviter encore la propagation du virus Ebola et d'autres maladies contagieuses. Vous savez vous-même l'état actuel des zones de grande concentration de nos populations. Je voudrais parler des marchés. Les marchés guinéens sont des zones à risque. Ces marchés doivent être assainis. Qu'il y ait Ebola ou pas, il faut que ces marchés soient assainis. Vous-même, je crois, vous allez dans ces marchés et la saison des pluies qui s'annonce,
les immondices sont là. Il y a vraiment un potentiel de transmission et de contamination dont les conditions sont favorables. Le GOA, à travers cette modeste contribution à la réflexion au redressement économique post-Ebola, compte sur le soutien du gouvernement et réitère sa disponibilité afin d'impulser la croissance économique de la Guinée. Encore un autre accident de la circulation des mineurs au volant. C'est un élève de la 11e année qui a percuté un homme d'une quarantaine d'années. La victime se trouve dans un état très critique. Benoît Marsila. L'acte s'est produit ce mercredi 29 avril à Sonfonia, à la route banlieue de Conakry. Mamadou Alpha Diallo, élève de la 11e année, au volant de la voiture de ses parents pour l'école, a percuté un homme en le blessant au niveau de la tête. Mamadou Alpha se dit détenteur d'un permis de conduire. Je quittais à la maison pour l'école. Je suis venu jusqu'au niveau du commissariat. De passage, le monsieur est sorti brusquement. Après, je l'ai tamponné. Quand j'ai fait l'accident, j'ai perdu mon permis. La victime, plongée dans un profond traumatisme crânien, se trouve à l'urgence du CHU Donka sous des soins intensifs. La police routière promet d'engager une répression contre la conduite des mineurs. Nous avons pris des dispositions draconiennes. La brigade d'intervention rapide est là. Chaque matin maintenant, on va sillonner la devanture des écoles. Nous prenons un enfant au volant, le père de famille, les parents seront interpellés. Cet autre accident relance la problématique des mineurs au volant. L'on se souvient pas plus qu'un mois, 4 mineurs ont trouvé la mort dans un accident pareil à Nongo. Des cartes d'abonnement Canal Plus pour l'espace Blue Zone de Kaloum, le geste est de la chaîne Canal. Il vise à contribuer au développement de la jeunesse et par ricochet renforcer ses relations avec Bolloré Blue Line. Compte rendu ici à Gadiakité. Dans le cadre du renforcement des liens avec la jeunesse guinéenne, Blue Line Guinée du groupe Bolloré a offert mardi des cartes d'abonnement Canal Plus à la Blue Zone de Kaloum. Ainsi, la structure entend participer à l'éducation de la jeunesse guinéenne à travers la télévision. Le projet là aujourd'hui, c'est dans le cadre de la mise en relation de Bolloré Blue Line et la population guinéenne, en particulier la jeunesse guinéenne, ils ont offert des abonnements. Ce projet a couvert déjà les maisons des jeunes de Conakry et du Breka et passe de 2 à 12 mois d'abonnement. Pour le moment, on a couvert toutes les maisons des jeunes de Conakry et une partie du Dibreka. Le moment où je vous parle, toutes les installations ont été déjà faites depuis la Coupe d'Afrique. Ça a été déjà fait, donc c'est une prolongation aujourd'hui qu'on a effectuée parce que c'était un abonnement de 2 mois, c'était juste pour l'événement sportif. Mais puisque ça a déjà fait un impact, donc du coup, on a déjà prolongé pour un abonnement de 12 mois pour toutes les maisons des jeunes que je vous ai énumérées. Quant à la directrice d'exploitation de la Blue Zone, elle est revenue sur les raisons qui ont motivé l'initiative d'un tel projet. L'initiative est venue comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'appel qu'on a reçu des personnes qui gèrent ces lieux. Donc pour faire un petit rappel, pendant la Coupe du Monde, on a, en partenariat avec UMS et le ministère de la Jeunesse, offert des télés au quartier pour permettre aux jeunes de suivre les matchs importants, puisqu'on sait qu'il n'y a pas le courant dans tous les quartiers et qu'en général, on a 100-200 jeunes qui se retrouvent autour d'un poste téléviseur pour regarder les matchs. Donc le succès que cela a eu et la demande auprès des jeunes nous a interpellés. On s'est dit, alors pourquoi ne pas continuer ce partenariat. À noter que l'installation et l'entretien des kits sont assurés par Statelcom Canal+. Sport, football notamment, le Syrie national de Guinée a un nouvel entraîneur. Il s'agit du Français Luis Fernandez qui était en négociation depuis quelques semaines avec la Fédération guinéenne de football. Un choix qui ne fait pourtant pas l'unanimité dans le milieu sportif guinéen. Explication, Omar Diaby.
Le Français Luis Fernandez, nouveau sélectionneur de la Guinée. L'ancien international français et ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, âgé de 55 ans, a annoncé mardi qu'il devenait le sélectionneur du Sili national de Guinée. Ce fut long à se décider, mais j'ai décidé de bien prendre mon temps avant de m'engager, a-t-il expliqué sur Beansport, dont il est consultant. Nous avons pris le temps de discuter du staff. Je serai accompagné de Kaba Diawara et d'Amara Simba. Mon objectif est la CAN 2017. En fonction de mes résultats, on verra comment se passera la suite de l'aventure. A rappeler qu'il n'a plus entraîné depuis la fin de son contrat au poste de sélectionneur d'Israël en 2011. Il est le consultant à la radio RMC dans l'émission Luis Attaque. Considéra-t-il les deux comme auparavant? Est-il le profil idéal dont la Guinée a réellement besoin vu son absence au plus haut niveau depuis belle lurette? Toutes ces réponses seront données par le Français d'origine basque attendu dans les prochains jours à Conakry pour animer une conférence de presse. Sur le continent, c'est un rapport explosif qui vient d'être rendu public. Il émane de l'ONU et il met en cause des soldats de l'armée française déployés en Centrafrique. Ils sont accusés d'abus sexuels sur mineurs. Reportage. Ce camp aurait-il été le théâtre de violences sexuelles commis par des soldats français sur des enfants? Nous sommes en décembre 2013. Fuyant les massacres, des milliers de Centrafricains se massent aux abords de l'aéroport de Bangui, sécurisé par les militaires français de l'opération Sangaris. C'est cet homme, Anders Kompass, un Suédois employé des Nations Unies, qui aurait révélé l'affaire. Des allégations reprises aujourd'hui par un quotidien britannique, le Guardian. Selon le journal, des enfants, certains âgés de 9 ans, auraient affirmé avoir été abusés par des soldats en échange de nourriture. Devant l'absence de réaction des Nations Unies, Anders Kompass aurait alors alerté le ministère français de la Défense. Le parquet de Paris confirme qu'une enquête préliminaire a bien été ouverte en juillet 2014. La France aurait envoyé une équipe de gendarmes en Centrafrique pour vérifier ces allégations. Les sanctions les plus fermes seront prises si ces abus sexuels sont avérés, affirment ce soir les autorités françaises. L'histoire se répète au Togo. Mardi soir, la CENI déclarait Faure Gnassingbé grand vainqueur de la présidentielle. Il est crédité de près de 59% des voix. Résultat rejeté par son principal adversaire Jean-Pierre Favre. Il s'autoproclame d'ailleurs à son tour vainqueur du scrutin. On l'écoute. Les résultats proclamés ce mardi 28 avril 2015 par le président de la CENI sont des résultats frauduleux. Cette victoire acquise de haute lutte, malgré les embûches de tous ordres, c'est la victoire du Togo et du peuple togolais. En France, François Hollande a tranché, il n'y aura pas de coupe dans le budget de la défense. Bien au contraire, le président annonce une rallonge de près de 4 milliards d'euros sur 3 ans. C'est un effort considérable, dit l'Élysée. Reportage. François Hollande a tranché. Face à la menace terroriste et malgré les économies nécessaires, l'armée aura plus de moyens dans les années à venir. J'ai fait ce choix parce que c'est celui de la France, celui de sa protection, de sa sécurité. Et je sais que les Français, s'ils veulent avoir confiance dans l'avenir, doivent se sentir partout en sécurité, protégés. Protéger les Français à l'intérieur du territoire, mais aussi être en mesure de poursuivre les opérations extérieures, comme actuellement au Sahel, dans le Golfe et en Centrafrique. Concrètement, le budget de la défense va donc augmenter de 3,8 milliards d'euros sur les 4 prochaines années. Il s'agit surtout de dépenses en équipement et en personnel. Plus question d'ailleurs de diminuer massivement les effectifs. Sur les 34 000 suppressions d'emplois prévues, 18 500 postes seront finalement préservés. Enfin, s'agissant de la sécurité intérieure, l'opération Sentinelle, lancée après les attentats de janvier, sera pérennisée. 7 000 hommes seront affectés aux patrouilles militaires de manière durable, a précisé François Hollande, sans fixer aucune échéance. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.